Alors aujourd'hui, nous recevons Stéphane RT et Luce Gabriel. Nous avons quelqu'un qui va avoir une expertise psychologique du personnage Pierre Juste Marny. Était-il fou ou non? Pourquoi s'est-il suicidé? Est-ce que c'est une perte d'espoir ou y a-t-il une zone d'ombre qu'on pourrait peut-être évoquer ici? Et aussi, au niveau juridique, eh bien, nous avons une personne qui pourra se pencher sur le côté, justement, affaire d'injustice, puisque des gens pour réclusion criminelle à vie jusqu'à 48 ans, il n'y en a pas eu jusqu'à présent, et des gens ont été libérés au bout de 10, 15 ou 20 ans, ayant commis des crimes en série. Donc, d'où l'incompréhension et l'acharnement qu'on voit sur Marny. Et aussi, on se demande, n'y a-t-il pas un grain de sel qui a été mis dans cette affaire par des grandes familles de béquets qui ont peut-être voulu donner un exemple avec ce Marny, même s'ils ne sont pas impliqués directement dans l'affaire, mais qui ont quand même peut-être pesé de leur poids sur le dossier. Nous allons éclaircir tout ça. Nous commençons donc du coup avec Stéphane, qui va nous dire clairement pourquoi il a été sollicité concernant cette affaire, en quelle qualité, en quelle fonction, et nous répondre à la question de était-il fou ou pas? Oui, alors l'affaire Marny, c'est une affaire du peuple, hein. On peut dire. En 65, il y avait une grande misère en Martinique. Et les gens ont compati à la misère de Marny qui venait effectivement de la Bellevue, de l'église de la Bellevue, et qui lui aussi, ses parents étaient en souffrance. Et cette misère-là, c'était une misère, c'est pain sucré, quoi. Pain sucré, il n'y avait pas tellement de choses à manger à cette période-là. Et comme cette période-là, c'était une période où c'était le débrouillardisme, on peut dire que Marny, c'est un débrouillard. Parce qu'il faisait des jobs dans tout le quartier à Bellevue. Et comme il a connu Badjan qui, lui, était dans un autre secteur social. Alors, vous pouvez nous informer sur Badjan, Oui. pour nous donner le rôle qui lui est attribué dans cette affaire par rapport à Marny? C'était un groupe de copains, Marny et Badjan. C'était des gens qui, on peut dire, qui vagabondaient ensemble. En cette période-là, il y avait le vagabondage. Hein. Ça a démarré en 65 et j'ai vécu 30 ans en métropole. Donc tu vois, il y a un décalage entre les gens qui sont ici, qui pensent connaître l'affaire Marny, qui disent connaître l'affaire Marny, qui ont toujours vécu avec moi, qui étaient là-bas en métropole, qui allaient le voir dans les QHS, vraiment dans Lozère. Vous savez, les fameux quartiers de haute sécurité, Mesquine et se sont battus pour supprimer ça. J'allais le voir là. Et quand vous passez par là, ici c'est de la rigolade à côté. Ah ouais. Donc il y a des choses, les gens ne savent pas. Parce qu'il y a eu cette histoire de torture, il a été torturé. Si on prend Internet, je pense que les gardiens qui le suivaient à cette époque-là, parce qu'il y a un gardien justement de prison qui m'a vu l'autre fois, qu'il l'a vu en métropole, qui a connu cette époque où il a été torturé. C'est pour ça que je ne peux pas parler librement de ça. J'ai été le voir, les gens ne savent pas. J'ai été le voir en monde qui a demandé à d'autres criminels. Normalement, dans la prison de Fort-de-France, j'arrive à la prison de Fort-de-France, paf, je parle, je parle avec mon frère tranquillement. Quand j'étais à Mende, il y avait 3 gendarmes avec les fusils, mitraillettes dans le dos à moi, et lui, ça c'était les cadres de haute sécurité. Quand vous avez ça, vous avez froid dans le dos. Votre frère en face de vous, les agents avec les mitraillettes, et des pistolets mitrailleurs, hein, et moi dans le dos. Est-ce qu'il n'était pas à un moment donné de l'étape historique de la Martinique et par rapport à la situation des jeunes, un détonateur finalement qui va bouleverser un petit peu la chronique et puis bon, ça va créer de ce point de vue comment dire, une crise parce que bon, on peut dire que les gens avaient peur. D'un côté il y avait des gens qui avaient peur, d'autre côté il y avait des gens qui soutenaient Marny. Et bon, on était à cette époque, c'était les années 60s, c'est ça? Il y avait le mouvement des Black Panthers aux États-Unis,
les gens, il y avait une effervescence en Martinique et que Marny, son affaire est venue à un moment que ça a été un détonateur. Et c'est là justement que on a des interrogations à se poser par rapport aux préoccupations du préfet des forces de l'ordre et on peut dire, de l'ordre établi en Martinique. La question que je voulais poser à M. Gabrielis, puisque vous êtes juriste, et que aussi on peut dire que vous êtes un militant martiniquais. Je crois que dans cette affaire, Marny, ça a été en fait le misérable, hein, comme on peut voir dans Victor Hugo, ça a été le misérable. Bien sûr, il a commis l'irréparable. N'avait-il pas dans notre société des intérêts en jeu tant au niveau de la Martinique, je ne veux pas dire politique, etc., etc. Et est-ce que la justice en France n'était pas influencée par une réalité qui dépasse notre entendement en tant que Martiniquais? Est-ce qu'il n'y avait pas des intérêts supérieurs? Parce que c'était à l'époque du général de Gaulle. On a transféré l'accusé en France métropolitaine et on voit qu'à chaque fois qu'on transfère un prisonnier, une affaire délicate, que derrière ça, il y a un problème politique. Je pense que c'est ce qu'on a voulu éviter. Est-ce qu'on craignait que le cas Marny soit un cas populaire explosif et qu'à l'époque où nous étions, que la population prenne de son côté, ça déclenche, comment dirais-je, un processus, puisque c'était, je pense, à l'époque, l'Algérie était déjà indépendante, à l'époque. C'était le mouvement des indépendances. Oui, il y avait le mouvement des Black Panthers, la France était empêtrée dans différentes difficultés, on avait aussi l'antécédent, l'affaire de l'OJAM. Donc, est-ce qu'on n'a pas voulu se débarrasser de ce pétard, cette affaire c'est un peu compliqué, mais on aurait aimé aborder cette vision-là. Oui, je tiens compte des interrogations des camarades. Alors, à propos de Marny, justement, quelques considérations d'ordre général. À propos du cas Marny, jusqu'à présent, on en entend de vertes et de pas mûres. Si bien que pour des émissions, pour des écrits, une valorisation de cette page de notre histoire, il faut faire preuve de prudence et tout. Mais quand même, il y a des vérités qui sont têtues. Et premièrement, j'appuie plusieurs points de l'intervention du camarade qui signalait qu'on avait affaire là à une forte personnalité. Forte personnalité, qu'il avait beaucoup de caractère. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait et tout, et qui ne se contentait pas du dire seulement. L'action pour lui était fondamentale. D'ailleurs, il l'a démontré. Alors, pour illustrer ça, vrai ou faux, il y a quelqu'un plutôt qui était du côté de Marny, qui signalait qu'il avait en quelque sorte signé un pacte d'honneur. Parce que, vrai ou faux, quelle proportion et tout, il se livrait avec une bande de camarades, de copains, après qui sont devenus pratiquement des ennemis, bon, à chapeaudage de pièces de voiture, plus particulièrement. Et il s'était promis, lors justement de leurs équipés et tout, si on le pinçait, de ne jamais vendre à ses camarades. Il s'était engagé sur une base vraiment d'honneur. C'est rare, c'est pas quelque chose de très courant, de ne jamais les vendre. Et tel a été son comportement d'une manière générale. Mais on sait très bien, pour appuyer ce que l'ami vient de dire, qu'il pensait quand même, parce que c'était un homme digne, qu'il avait été floué, baisé par ses camarades et tout, et qu'il pensait, à un certain moment, d'ailleurs les autres l'avaient promis, de partager le butin. Chose qu'ils n'ont jamais faite, ils ne se sont pas engagés là-dessus. Et c'est de là, justement, qu'il a pris la décision. Il a mûri cela, il a pris la décision de passer
à l'acte. Et dans un contexte martiniquais qui est assez spécial et tout, Maroni en est une démonstration claire et nette. Le courage. Et il a décidé justement, au nom de ce qu'on appelle l'honneur, la dignité et sa forte personnalité, de passer à l'action. Ça devait être en 66, je suis allé en 65, 6, 7, 8, dans les années, fin des années 60, quoi, parce que j'ai été voir Montfavet, j'étais à Sarreguemines, on fait toutes les prisons, il a fait pas mal de prisons en France. Et après, donc je vivais avec lui au quotidien de ça, quand j'allais le voir. C'était pas de la rigolade. Vous voyez, maintenant on parle de ça. Mais là, il a connu la torture en prison. Hein? Couché sur un lit sans matelas, attaché, pendant 6 mois. Faites des recherches, vous allez voir que ça existait. Mais on ne parle pas de tout ça. Alors c'était pas seulement un prisonnier qui a resté 47 ans, il a resté 47 ans après, mais il a été torturé parce qu'il a vécu l'époque des QHS. Après on a supprimé, bon ça allait, mais pendant cette époque-là, ça vient. Alors déjà là, c'était hors du commun. Parce que dans son livre, Mesquine vous disait que le gars qui fait 3 ans, il sort, il est mort. Vous disiez que vous ne réalisiez pas tout à l'heure la mort. Est-ce que c'était possible qu'il se suicide? Mais non, dans toute logique. Quand vous connaissez ça, on se suicide peut-être 1 an après, 2 ans après, soyons généreux, montons à 20 ans après. Hein, le gars, et encore, on est généreux, hein, 30 ans, parce que bon, le gars il fait quelque chose, il a un coup de blues après 1 an, mais 40 ans après on est là, 47 ans, d'accord. Avouez qu'il y a des zones d'ombre. Moi j'ai pas fait comme lui la prison, mais bon, si je vais pas aller jusqu'à 47 ans, me suicider, moi. Ou bien je le fais avant, bien avant. Et pourquoi? Alors bon, il souhaitait sortir, la liberté, être libre après. Et c'était ce qui était prévu, vous le savez très bien. Après, il y a eu cette fameuse ordonnance, il devait repartir pour le CNO. Mais un prisonnier qui a fait 46 ans, parce que maintenant on dit 47, mais là-bas, vous le laissez partir, il prend l'avion, personne ne dit rien. Quand il arrive 6 mois après, vous dites qu'il faut qu'il reparte. Avouez quand même que... Hein? D'accord? Après tant d'années. Parce qu'on ne prend pas l'avion, il n'a pas été en lit, tiens, je veux un billet et je rentre en Martinique. Il a bien fallu qu'on signe des papiers. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu qu'on signe des papiers. Et c'est pas simplement le directeur de la prison qui va signer le papier de sortie. Il faut que ça sorte d'en haut. Et ce billet d'avion, c'est bien un ministère quelconque qui donne le billet d'avion. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, on le laisse partir, il arrive en Martinique, et puis quelques jours après, on dit « Ah mais non, c'était pas bon comme ça, il faut retourner en France. » Il y a de quoi vous mettre un peu en colère. Eh bien, l'histoire de Maroni, j'étais jeune, j'avais à peu près 14 et 15 ans. Quand on a entendu cette affaire-là le premier jour, eh bien, tout le monde avait peur, hein, je vais vous dire, parce qu'on disait qu'il était dangereux et tout ça. Bon, moi, au point de vue libération, je dis oui, parce que il y a beaucoup de choses, de cas plus criminels que celui de Maroni. Ces gens-là, on les enferme pour 1 an, 2 ans, on les libère. Hein? Alors que Maroni, je pense qu'il ne méritait pas ce long jugement de 45 ans. Pourquoi la justice est aussi sévère d'après vous? Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il y a peut-être qu'il y a plusieurs causes derrière cette histoire. Hein? Ah oui, parce que c'est pas normal qu'un homme, mais on n'a jamais entendu ça dans les annales. On n'a jamais entendu que quelqu'un purge une peine aussi longue. Je suppose qu'il ne serait pas devenu aveugle si on l'avait déjà libéré. Il serait mieux dans sa tête et dans sa peau. Alors maintenant, on en vient à justement cette folie qui est, donc d'après vous, passagère due au fait qu'il a été incarcéré, pas dénoncé, et qu'à la fin on lui dise « t'auras rien », et puis même on te reconnaît même pas, et pas de reconnaissance pour ce que tu as fait. Donc là se passe quelque chose dans sa tête du jeune homme de 20 ans qui vient de ce milieu justement de personnes qui ont des rêves, qui ont faim, pas faim forcément physiquement, mais faim de la vie, faim de réussite, faim d'avoir une nouvelle voiture, même si ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup à l'époque.
pour les gens qui sont issus de ces bidonvilles, c'est un changement. Donc c'est là où on en vient. La nuit fatale, cette soirée, cette virée meurtrière, l'état psychologique de ce moment, pour vous, c'est un état de folie passagère? Non, c'était une période de pauvreté sociale. La pauvreté sociale, il faut voir que dans les communes, il y avait une école communale. Et puis la seule grande école qu'il y avait, c'est le lycée Chercheur. Il fallait descendre, passer l'examen pour entrer en sixième. Il y avait des gens qui étaient mis de côté, dans Marly, qui ne pouvaient pas non plus passer par l'école complémentaire et accéder au lycée. Il faut voir aussi dans ce que tu dis là, l'accession au lycée. D'abord, les gens riches ou semi-riches, leurs enfants passaient d'abord. Les Marly n'avaient jamais eu la chance d'aller en sixième au lycée. Il y avait cette pauvreté sociale qui fait que les jeunes, c'était des débrouillards. Et ça arrivait qu'ils commettaient des vols. Parce que privés de confort, privés de possibilités, privés de pouvoir d'achat, leurs parents aussi. Et ils avaient néanmoins des rêves, quoi. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes juste l'expertise de l'état psychologique qui a poussé un homme à attendre près de 50 ans pour se donner la mort. Est-ce qu'il avait perdu tout espoir de libération conditionnelle? Ou alors vraiment le poids de l'injustice, de se rendre compte qu'il est le cas unique et que des tueurs en série sont sortis avant lui, fait qu'il a perdu totalement espoir et s'est vraiment suicidé, ou comme des dires de la famille ou de certains proches qui sont peut-être dans le déni, et de dire qu'on l'a aidé à se suicider. Peut-être qu'il a subi des pressions, ou on l'a beaucoup poussé, ou alors on lui a carrément donné un coup de main. Ça, c'est des versions qui peut-être sont plausibles dans la tête du frère de Marly qui, dans des archives, nous dit qu'il n'y croit pas, lui, à une personne qui, au bout de 50 ans, se donne la mort. D'autres experts psychologiques disent qu'on se donne la mort dans une année de blues, la première année, au bout de 10, 15, 20 ans. Mais pas une fois qu'on a passé les 30 ans, qu'on a passé toute une vie en prison. Parce qu'il y a une mobilisation derrière lui, il le sait. Il le sait à ce moment-là que l'île entière quasiment se dit bon, ce pauvre bougre a assez payé, il a commis des crimes horribles, mais regardez, c'est bon, c'est un vieux papy croulant, laissez-le finir sa vie, voilà quoi. L'opinion publique martiniquaise avait en quelque sorte dit cet homme a assez payé, et donc en fait on se demande pourquoi avec autant de mobilisation, la famille et tout, et on se disait que bon, il y avait déjà eu des refus. Mais est-ce que cet état psychologique qui l'a poussé à écrire cette énigme sur un bout de papier et signé d'un numéro d'écrou, et le lendemain de son anniversaire, ses 68 ans, il se donne la mort? Certains y croient, certains n'y croient pas. Certains disent qu'on l'a poussé, qu'il a subi des pressions. Et certains pensent même qu'en plus de ces pressions, on lui a donné un petit coup de main physique pour y arriver. Qu'en pensez-vous? Car l'autopsie, je ne sais pas ce qu'elle en dit clairement, mais d'après ce que j'en sais, c'est un homme qu'on a retrouvé assis sur une chaise avec un lien qui l'a étranglé plus que pendu. Donc on devrait parler plus d'étranglement que de pendaison. Quelle est votre analyse d'expert sur la question justement de cette fin? Bon, mais l'histoire n'est pas aussi simple, hein. Les fondements de la misère, c'est quand même assez profond, ça détruit un homme. On n'a pas donné du tout à la chambre de Marly de s'exprimer, hein, après son méfait. Il n'a pas pu parler. D'ailleurs, à cette période-là, il y avait un racisme ancré, hein, chez le policier chez nous, qui maltraitait les gens. Pour eux, Marly, c'était vraiment un danger public. Mais Marly ne s'exprimait pas. On l'a pris à la prison directement. Parce que la nuit, on l'a transporté en France. Hein. Il ne pouvait pas parler comme lui, il n'avait pas le droit d'expression. C'est à cette période-là qu'il y avait un problème d'expression
il ne s'exprime pas. Et puis Marny, au départ, parlait beaucoup créole. Je ne s'exprimait pas en français tellement. Et Marny s'est adapté au français. Il n'est pas fou parce qu'il s'adaptait beaucoup à la langue française. Et comme il était posant et qu'il avait du caractère, bien sûr, on avait peur de lui, notamment les policiers d'ici. Mais c'est le fondement, c'est à force de souffrir de la misère qu'il est devenu comme ça. C'est-à-dire au niveau de la terreur, au niveau de son côté, comment dirais-je, on va dire, pas fort, un petit peu, comment dirais-je, agité, plus dans l'agitation, parce que comme on ne l'écoutait pas, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a traîné un peu partout dans les quartiers de Fort-de-France avec un fusil, par exemple. Finalement, les gens ont compati à sa pauvreté, et il y avait des gens qui le défendaient, les gens du peuple le défendaient. Ils étaient d'accord avec Marny. Parce qu'à cette période-là, il y avait aussi un problème avec les policiers de Martinique. Les policiers n'avaient pas une bonne approche du peuple. C'est la période de Bardacier, de Goukarda et compagnie, qui étaient tellement contre le peuple qu'on les embêtait, tu vois. C'est la période de tas d'histoire de la Martinique sur la police. La police n'était pas non plus un exemple à Fort-de-France. Il y a de ceux qui sont en prison peut-être pour X temps et puis ils arrivent à être libérés. Oui. Tout à fait. Pourquoi? Non, parce que déjà, le plus prisonnier, il a fait tout ce qu'on devait faire pour les 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Il a fait suffisamment. Il est malade. Et puis voilà. Hein. Alors que tu as tous les gros bandits là qu'on lâche. À peine qu'ils aient fait 2 jours de prison, ils lâchent avec remise de peine, je ne sais trop quoi. Et tout. Donc, ils ont peur de quoi? Marny va tuer quelqu'un là? Et pourquoi vous pensez que la justice est si sévère envers Marny? Ah, parce qu'ils savent pourquoi. Depuis le jour, quand Marny a fait les crimes qu'il a commis là, il y avait la peine de mort qu'on n'a pas tué. On devait le tuer, finir avec ça, et puis voilà. On l'a laissé à perpétuité, patient, etc. Non, ils cachent quelque chose, ils ont leur truc et tout. Micro-Bocaille, Saoudi. Ah ben oui, j'ai vu le jour, je pense qu'il a purgé sa peine là. Là, c'est... Mourir en prison, c'est pas une bonne chose. Hein. Ah oui, là, c'est bon, là, parce qu'il y a des gens qui sont récidives, qui font plus que ça et puis qui sont déjà dehors. Donc, voilà quoi. Et pourquoi pensez-vous que la justice française est aussi sévère envers lui? Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur parce qu'il est peut-être resté trop longtemps fermé. Bon, c'est ça le problème. Je pense qu'il a purgé sa peine. Là, je trouve que c'est trop. Là, c'est trop. Pensez-vous que Marny devrait vraiment être libéré? Ah oui, ça fait bien longtemps qu'il devrait être libéré parce que je trouve que c'est vraiment aberrant et insensé par rapport à l'État français qui ne veut pas faire le nécessaire pour cela. On dit que c'est de sa faute, c'est parce que lui ne veut pas être muté sur Paris pendant 6 semaines, mais je trouve que c'est pas nécessaire. On est dans un département français, on devait trouver les moyens de faire le nécessaire pour lui sur place, au lieu de le faire transporter. Voilà. Pourquoi pensez-vous que la justice française est si sévère envers lui? Justement, on se pose des questions pour quelles raisons la justice française est aussi sévère. Mais tout ça, c'est le petit hic qui empêche l'avancée de la sortie de Marny. Est-ce que vous pensez que Marny devrait vraiment être libéré? Bien sûr, monsieur. Bien sûr, parce que j'ai connu l'histoire de Marny. J'habite aux Îles-de-Quipoué à Sainte-Thérèse. J'ai connu très bien l'histoire de Marny. Et là, il est temps qu'on le libère quand même parce qu'il a déjà aspiré suffisamment de peine. Pourquoi pensez-vous que la justice est si sévère envers lui? Je pense qu'ils ont peur des représailles. Voilà, c'est ce que je pense. Ils ont peur des représailles. Ah, mais s'il a purgé sa peine, autant les laisser vivre tranquillement. D'accord. Pourquoi vous pensez que la justice française est si sévère? La justice n'est pas juste. Pensez-vous qu'on devrait vraiment libérer Marny? Moi, je le pense. Je le pense parce que, vu son état de santé et puis le nombre d'années qu'il a déjà fait, je pense que ce sera logique
humainement parlant aussi, c'est ça logique. Pourquoi pensez-vous que la justice est si sévère envers lui? Là, je ne peux rien. Moi, je ne peux pas répondre à cela parce que moi, c'est une injustice. Parce qu'il y a dessus en métropole qui n'en fait plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Mais vu en métropole, il y a deux poids deux mesures, quoi. C'est une injustice, quoi. Il n'y a pas de justice. Bon, donc je ne vais pas reprendre les détails et tout. Bon, oui, mais c'est un règlement de compte en fait. Dans cette affaire, il y a eu un règlement de compte. Il ne comptait pas sur la justice pour régler ces problèmes parce qu'il y avait des implications assez particulières. Il a voulu, comment dirais-je, puisqu'il y avait un pacte d'honneur, c'était un règlement de compte. Alors, oui, quelque part, on peut... Bon, vis-à-vis de Maroni, on ne cherche que des passages ou des expressions en termes de valorisation, mais enfin, oui, c'est un règlement de compte. Bon, alors, ça me permet, en termes de considération générale, de dire quel était le climat général de la Martinique quand, encore une prise de responsabilité, deux fois, foutre le camp, ce qu'on appelle faire la belle. Il a trouvé le moyen de partir, de faire la belle et tout, de ne pas accepter de rester justement entre les murs, tol. Et là, bon, on sait quelles ont été les conséquences, je ne vais pas reprendre tous les détails concernant l'enfant plus particulièrement. Mais n'empêche que d'une manière générale, moi à ce moment-là j'étais étudiant à Visiose, je me souviens que tout un chacun en Martinique avait un comportement. Alors, bien sûr, très tôt, il y a eu plusieurs camps. Ceux qui soutenaient Maroni, je ne vais pas développer là-dessus, je crois que l'ami qui m'a précédé l'a fait complètement et plusieurs fois répété que les gens du peuple, qui étaient dans la même condition que Maroni et qui se sont rangés très tôt de son côté. Il y avait des gens qui se disaient, bon, on ne sait jamais, il est en vadrouille et tout, il se promène de commune en commune, moi je peux être victime d'un guet-apens et tout, quoi. Tout en étant au fond d'eux-mêmes partisans de cette action, de quelqu'un qui avait de la personnalité et pour une cause vraiment légitime, se rebellait et allait jusqu'aux actes concrets. Donc, c'était mi-figue, mi-raisin. Et puis, là, ça me permet d'établir une considération d'ordre général pour approfondir ce que les camarades ont dit à travers les développements de Stéphane, les questions de Macandal. Là se pose un problème de classe sociale qu'on a toujours connu, mais à propos de l'affaire Maroni, si on veut aller en profondeur, il faut poser le problème des classes sociales pour des points que j'ai à Macandal. Oui, selon vous, bon, il y a une interprétation fanonienne au niveau des damnés de la terre. Est-ce que Maroni c'est un bandit? Est-ce que c'est un martyr? Qu'en est-il? Parce que je rappelle que Fanon était confronté à la même réalité en tant que psychiatre en Algérie. Et donc, il avait des cas à traiter comme Maroni, qui s'insurgeait contre la société de domination de classe et suivant la conception fanonienne, comment peut-on considérer Maroni aujourd'hui puisqu'il est mort? Je vous dis, à part ça, il y a cette fameuse période de torture, hein, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Hein. Mais comme je vous dis, maintenant qu'il y a Internet, on peut voir et puis voir des gardiens qui l'ont connu, qui vont. Mais bien sûr, parce que je vous dis, j'ai rencontré un tout à l'heure qu'il a connu à la santé, une bébé, hein, gars que je vois. Il a connu mon frère à la santé, il a connu Mesquine, il a connu Bess, c'est un gars de mon âge. Vous êtes en colère? Ouais. Comment c'est un peu... C'est tout ce gâchis. Parce qu'il y a, peut-être que c'est ça le déclencheur, que vous laissez partir quelqu'un de métro, vous lui dites pratiquement qu'il est libre, il est libéré puisque vous l'envoyez de son pays.
d'accord? Vous l'avez envoyé dans son pays après tant d'années, et quelques mois après, vous dites non, il faut qu'il retourne parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui... Toute cette période d'incarcération, vous l'avez vécu finalement avec lui. Maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qui va rester de Marny pour vous, chez vous? Un gâchis. Pour moi, c'est un gâchis phénoménal. Il devrait être là en ce moment. Il n'est pas là. Pourquoi? Alors il faut maintenant savoir pourquoi il n'est pas là. Vous comprenez? Savoir pourquoi il n'est pas là. Je reviens à vous dire, quelqu'un qui commet quelque chose, qui sort, qui est en prison pour 6 mois, pour 1 an, qui se suicide, bon, il a déprimé. Après tant d'années, brusquement, on se pose des questions. Parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, il n'y avait pas. Il y a cette fameuse permission qu'il a eue, et il était heureux comme tout, Pierrot. Il était heureux comme tout. Il aurait eu une 2e permission, peut-être une 3e. Simplement, il demandait peut-être un homme libre, tout simplement. On s'était organisé, j'avais pris un logement pour ça, pour la première, que c'était très bien passé, et il s'attendait déjà à la 2e. J'avais gardé le logement, après j'ai pris un autre logement au Lamentin au cas où, et on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et c'est pas venu. Pour quelle raison? Je vous pose la question. Il en rêvait, oui. Il en rêvait, oui. Il en rêvait. Il avait déjà dit, je voulais manger telle chose, je voulais avoir telle chose, des amis autour de moi qu'il n'a pas eu le temps de voir, parce qu'à la première permission, et ça a été assez vite, 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. Et il rêvait déjà de la 2e, où ce serait déjà plus organisé, et puis voilà. Un menu particulier pour cette sortie? Oui. C'est Annick qui pourrait vous parler de ça, puisque moi je la cuisine. Mais il avait déjà dit, je voulais manger telle chose, et puis voir d'autres amis, parce que les noms seront venus après. C'était ça. Il voulait simplement un peu de liberté.